Voilà, devant vous, vous avez un syllabus que vous pouvez trouver dans votre espace cours en ligne avec les codes de secours, mon adresse mail si vous avez besoin de m'écrire, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi, alors j'ai ouvert un espace cours en ligne, c'est justement là que vous pouvez retrouver le syllabus, l'exemplier, etc. Et sur cet espace cours en ligne, il y a aussi un forum questions-réponses. Et vérifiez bien, normalement j'ai inscrit votre cohorte, mais c'est important que vous vérifiez si vous êtes inscrit, déjà parce qu'il y a tous les documents, ensuite parce que quand j'ai besoin de vous envoyer un mail, je vais passer par cet espace. Si par exemple je vous dis je suis malade, je peux pas venir, c'est par là que je vais l'envoyer. Donc vérifiez bien ce soir par exemple que vous êtes inscrit. Ok? On va regarder ensemble le syllabus. Donc la description du cours, vous l'avez. Je suis partie d'une citation de Diderot tirée d'un texte sur lequel on va travailler. Il me vient une idée bien folle, dit donc le personnage de Mademoiselle de Lespinasse dans Le rêve de d'Alembert de Diderot, avant d'exposer des théories un peu farfelues sur les hommes et les femmes. On verra lesquelles quand on sera à cette partie-là du cours. Et ça, c'est un domaine fondamental de la littérature du XVIIIe siècle. C'est une littérature qui accorde une importance particulière aux expériences. Les expériences imaginaires, fictionnelles, théoriques, enfin, aux expériences réelles, ça on va le voir, dans le domaine scientifique, technique, mais aussi, et c'est ça qui va nous intéresser, nous, en tant que littéraires, aux expériences de fiction, de pensée, d'imagination et toutes ces choses. Donc on le verra, il y a les sciences expérimentales et la philosophie empiriste, on verra ce que c'est, qui font l'objet d'un véritable engouement. Ça, c'est aussi une très grande caractéristique de ce mouvement culturel qu'on a appelé les Lumières. Et on cherche à repousser les limites de la connaissance par l'usage du cas hypothétique, du scénario, de l'histoire spéculative, dont vous connaissez certaines formes. Et si on faisait ça, et si on pensait ça, de façon parfois assez farfelue. On verra, il y a des textes assez drôles de ce point de vue-là. Et donc nous, on va passer, notre fil rouge, ça va être les expériences de pensée, alors au sens strict du terme, mais au sens aussi un petit peu plus large. Donc on va passer par le problème de l'aveugle-né. On verra ce que c'est, vous en avez peut-être entendu parler, le problème de Molineux, l'aveugle-né, sinon on verra ça ensemble. Jusqu'à des expérimentations romanesques, on verra ce qu'a fait Rousseau aussi. Rousseau, il a développé une méthode d'analyse de l'histoire qui est fondée sur la construction d'une fiction théorique, qui est cet état de nature. Enfin, on le verra ensemble, du coup, la philosophie aussi, elle prend place sur ces expériences de pensée. Jusqu'aux rêveries matérialistes, comme il y a justement dans le rêve de d'Alembert. On verra aussi par le théâtre les jeux de masques, voilà, où les valets deviennent maîtres, les maîtres deviennent valets. On change aussi des rôles entre les hommes et les femmes, et on observe sur la scène théâtrale ce que ça peut produire, ce que ça peut questionner aussi de normes de classe. Et on verra donc comment l'expérience devient pour les Lumières une méthode philosophique et scientifique autant qu'une ressource esthétique. Donc on va travailler sur la notion d'expérience, parce que la littérature du XVIIIe siècle est une littérature expérimentale en fait. Elle expérimente des idées dans le laboratoire de ces genres littéraires. Ok ? Donc ça, c'était juste la description du cours que vous pouvez retrouver sur votre syllabus. Les objectifs de ce cours, ce sera donc d'étudier une notion clé des Lumières, la notion d'expérience. Moi, à titre personnel, mon ancrage de recherche, je travaille sur les rapports entre philosophie et littérature, notamment sur des corpus romanesques. Donc, on va prendre cette grande notion qui est au carrefour de la philosophie et de la littérature, et qui est la notion d'expérience, dans la littérature française et européenne du XVIIIe siècle. Vous allez dans ce cours découvrir un corpus littéraire, j'ai mis exigeant. Il y a des textes difficiles, il y a des textes beaucoup moins difficiles, mais il y a des textes, c'est des expériences de pensée un peu théoriques
qui dit théorique veut pas dire voilà complètement aride, mais vous allez découvrir des textes qu'on ne découvre pas en licence parce que c'est impossible de mettre des étudiants de licence face à ces textes-là, ils vont fuir. Et ce n'est pas notre but. Notre but est qu'ils arrivent à votre place. Donc, c'est pour ça que je vous dis, voilà, il y aura des textes peut-être un peu difficiles, mais quand on va justement les voir ensemble, ça va aller. Et des textes issus d'un corpus parfois moins canonique. Par exemple, on aura toute une séance ou un ensemble de séances consacrées au roman libertin. Je ne pense pas que vous en ayez étudié en licence. Non. On aura voilà, des contes dits mineurs. Je vais essayer comme ça de vous présenter des textes dont vous n'avez pas entendu parler, soit que voilà, on ne les donne pas à étudier parce qu'ils sont complexes ou voilà, moi j'aimerais bien aussi qu'on consacre un bout de séance à ça en fin de cours. Donc tous ces textes que vous avez peut-être pas fréquentés, alors ça peut être des textes d'auteurs canoniques, mais des textes moins connus de ces auteurs canoniques. On parlera beaucoup de Diderot. Vous serez peut-être amené à ça va peut-être recroiser des œuvres dont vous avez entendu parler, mais je pense pas que la majeure partie du corpus qu'on va étudier vous l'ayez découverte en licence, parce que justement c'est ça aussi un peu l'approche de l'histoire littéraire en master, c'est que c'est censé vous introduire à des textes moins canoniques, quoi. Voilà. Et la dernière partie, le dernier objectif, et ça je vais vous en parler un petit peu, c'est une des spécificités de ce cours, c'est de s'entraîner à l'écriture créative et être capable de mettre ses productions en relation avec les textes et les œuvres étudiées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'on va beaucoup écrire pendant ce cours. Pour vous expliquer ça, on va passer un petit peu par les modalités d'évaluation que vous avez dans votre syllabus. Alors, comment on valide ce cours ? Ça fait partie de ces cours un peu différents dans votre master, il y a une évaluation terminale sur table. C'est bien, c'est bien parce que les dossiers, c'est très lourd, c'est complexe à faire. Là, vous allez avoir un vrai travail à mener en amont, mais après, vous le faites sur table, il n'y a pas de problème de questions de fraude, etc. Enfin voilà, vous faites votre copie dans des bonnes conditions, vous la rendez. Donc, c'est plutôt, moi, je trouve, un bon format de cours. Un examen sur table de 2 heures, mutualisé présentiel EAD, c'est-à-dire il y aura aussi tous les étudiants EAD ce jour-là, on sera dans un amphi, voilà. Et je vais vous donner le sujet de l'examen, incroyable, mais je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'en fait, le sujet de l'examen, il ne va rien vous apporter maintenant, parce que vous allez construire, pour ça que je vous dis, on va construire en quelque sorte un dossier dont vous allez me restituer sur table l'essentiel à la fin du semestre. Donc, le sujet de l'examen, expliquer en quoi le travail d'écriture réalisé en cours pendant le semestre, non évalué en tant que tel, parce que ce n'est pas un cours sur l'écriture créative, se présente comme une expérience philosophique narrative et comment vous situez ce travail d'écriture par rapport aux œuvres étudiées en cours. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, vous allez voir, c'est écrit dans le syllabus aussi, tout au long de ce cours, chaque semaine, on va découvrir différentes expériences de pensée tirées d'œuvres du XVIIIe siècle. D'accord ? Mais on va aussi pratiquer des réécritures de ces expériences de pensée. Je vais vous donner un exemple concret. La semaine prochaine, on va parler des fictions, de ce que Buffon appelle le premier homme, c'est-à-dire, voilà, si le premier être humain venait à prendre conscience de lui-même et était en état de décrire ce qu'il ressent, comme un espèce de nourrisson, mais qu'aurait le pouvoir intellectuel d'un adulte, comment il raconterait ses perceptions du monde. Ça, par exemple, c'est une expérience de pensée que fait Buffon. Et qu'ensuite, je vais vous demander, vous, d'écrire. Enfin, nous, on va étudier chez Buffon comment il a décrit justement cette fiction du premier humain, chez Condillac aussi. Condillac, lui, c'est un peu différent, il imagine une statue qui viendrait à la vie, et donc il imagine progressivement la statue venir à la vie. Donc, vous voyez, c'est deux façons différentes d'aborder le même problème.
Et je vais vous demander à vous de proposer une réécriture de cette fiction du premier humain. Et tout au long du semestre, on va faire ça. En fait, je vais vous demander d'écrire des textes qui sont des expériences philosophiques narratives. Des expériences de philosophie narrative. On va voir ce que c'est, les expériences de philosophie narrative. C'est l'objet du cours. Paniquez pas si maintenant vous le savez pas. Dans 12 semaines, vous le saurez. Et le travail final, donc c'est pas une évaluation de ce travail d'écriture qu'on va faire au long du semestre. C'est vous allez produire un auto-commentaire de votre travail d'écriture. C'est-à-dire que vous allez l'analyser comme si c'était un texte de n'importe qui, sauf que c'est le vôtre. Vous allez expliquer en quoi, voilà, vous avez déjà la problématique, en quoi ce travail est-il une expérience de philosophie narrative. Donc, il faut que vous soyez très au clair sur ce que c'est qu'une expérience de philosophie narrative, et puis surtout, voilà, qu'est-ce que vous avez voulu expérimenter, quelle était votre hypothèse de départ, à quel résultat vous avez voulu aller. Donc, c'est tout un travail. Enfin, c'est pas... Des fois, on a l'impression que c'est parce que c'est de l'écriture, c'est facile à faire, mais en fait, non, c'est vraiment tout un travail qui va vous prendre le semestre. Et aussi, je vous demande comment vous situez ce travail d'écriture par rapport aux œuvres étudiées en cours. Donc, ça veut dire qu'il va falloir aussi connaître ce dont on parle, un peu le but d'une évaluation finale. Voilà, si par exemple, je reprends l'exemple de la fiction du premier homme, mais si vous présentez un travail de ce genre, comment les modèles qu'on a étudiés en cours, c'est-à-dire Buffon et Condillac, en quoi ça vous a aidé à construire votre propre fiction expérience de philosophie narrative. Est-ce que vous les avez imités? Est-ce que vous vous en êtes distingué? Quels procédés vous avez repris? Donc, c'est vraiment un exercice littéraire exigeant, mais voilà, un petit peu différent parce que j'ai essayé de réfléchir à ma toute petite échelle sur qu'est-ce qu'on fait en master de lettres pour pas que le master de lettres soit une simple répétition de la licence en plus compliqué, c'est-à-dire parce que je trouve que des fois on peut avoir l'impression, quand on est étudiant, pas d'une forme de vacuité, c'est ça, mais des fois on voit pas très bien où on va, ou comment on va investir les cours différemment. Qu'un cours, c'est pas qu'une série de prises de notes qu'on va ensuite restituer plus ou moins différemment. Enfin, donc voilà, on va passer par un format un petit peu différent, mais qui vous permettra d'évaluer ces compétences qu'on attend de vous en master de lettres. D'accord? Et si c'est un peu obscur maintenant, je vous promets quand on le mettra en pratique, ça va s'éclairer au fur et à mesure. Est-ce que c'est bon pour vous? On en reparlera, mais est-ce que d'emblée vous avez des questions là-dessus? Non? On verra ensemble. D'accord. Donc ce travail sur table, c'est votre auto-commentaire littéraire de votre production écrite qu'on va faire tout au long du semestre. OK? Donc, et la session 2, c'est la même chose, sauf que soit vous avez été absent, soit vous n'avez pas bien compris. Maintenant, le plan du cours, que je suis navrée de ne pas pouvoir vous projeter, vraiment, ça continue, mais non, mais l'affichage pendant une seconde, c'est encore pire que de rien avoir. Enfin, alors, la première séance aujourd'hui, mais je vous préviens, alors là, je vais vous présenter le plan de cours rêvé. Ensuite, nous allons arriver dans le domaine de la réalité, c'est-à-dire que nous allons être en retard et que parfois, je vais changer une séance ou une autre. Donc, c'est un idéal que nous allons essayer d'atteindre ensemble. Mais il va potentiellement y avoir des petits changements. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du contexte historique et culturel et de l'engouement des Lumières pour la philosophie expérimentale. Je vais vous parler pour le développement plus largement des sciences expérimentales. Et on étudiera un extrait des Bijoux indiscrets de Diderot, qui est aussi illustré et que vous pouvez trouver dans votre exemplier. Donc, chaque semaine, je distribuerai un exemplier
à la fin de l'année, tous ces exempliers formeront en fait l'anthologie de textes à partir desquels on va travailler. Pourquoi je ne vous donne pas d'œuvre entière au programme? Parce qu'en fait, on ne peut pas trouver d'expérience de pensée sur une œuvre entière. Par définition, une expérience de pensée, c'est un texte circonscrit qu'on va souvent trouver à l'intérieur d'autres œuvres. Donc, je ne peux pas vous mettre un ouvrage au programme. J'ai quand même mis en gras des lectures conseillées. Par exemple, le 4 février, on va étudier un bon morceau du rêve de d'Alembert. Vous pouvez tout à fait lire ce texte en intégralité ou le fréquenter, lire le début. Enfin, voilà. Vous savez que là, on va s'attarder sur ce texte-là. Mais le travail se fera sur des extraits. D'accord ? La semaine prochaine, on va rentrer vraiment dans la question de l'expérience de pensée. Alors, vous savez tous ce que c'est une expérience de pensée, mais on verra ensemble comment le définir, mais vous en avez tous entendu parler, des expériences de pensée contemporaines, il y en a beaucoup, le tramway, ça doit vous dire quelque chose. Et c'est ça, on va étudier les tramways du XVIIIe siècle, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'expériences de pensée qui sont nées spécifiquement à cette époque-là. On va essayer de comprendre pourquoi. C'est pour ça que je vous disais de l'histoire littéraire pour la recherche, c'est qu'on à partir du fait que, tiens, mais en fait, sur le plan littéraire, on remarque une floraison d'expériences de pensée. Pourquoi ? Comment on peut interpréter l'émergence un petit peu, la généralisation, enfin l'essor de ce type de texte narratif. Parce qu'on va voir justement, c'est des histoires qu'on raconte aussi. Et donc, on étudiera les fictions du premier humain ou les fictions empiristes avec justement ce texte tiré de l'histoire naturelle de Buffon et du traité des sensations de Condillac. Donc, des fois, si je vous donne pas d'œuvre aussi, c'est parce que certains de ces textes sont tout simplement pas trop accessibles en édition facile à acquérir, justement, parce que c'est des textes... Qui vient de philo ici? Il y a des gens qui viennent de philo, vous êtes que en lettres, voilà. Vous n'avez pas forcément étudié Buffon et Condillac les années précédentes. Vous n'avez pas non plus forcément étudié Locke, qui est un grand philosophe empiriste anglais. Voilà. Et le premier entraînement à l'écriture, on se lancera dedans la semaine prochaine, raconter les premières expériences d'un être humain. On commencera la semaine prochaine et puis ce sera à finir chez vous et à l'apporter pour la semaine suivante. En fait, c'est ça le travail de semaine en semaine, c'est généralement de continuer votre travail d'écriture pour pouvoir le présenter. Alors, comme vous êtes nombreux, on pourra présenter tout le monde à chaque séance, puis on essaiera de tourner selon les volontaires, etc. OK ? Alors, ensuite, on continuera sur les expériences de pensée, mais cette fois sur les rêveries expérimentales, avec des extraits de textes de Diderot, parce que Diderot, il s'est beaucoup amusé avec ça, en imaginant, par exemple, une société d'aveugles dans laquelle un voyant s'égarerait, quelqu'un qui voit s'égarerait, ou, par exemple, dans le rêve de d'Alembert, il se pose la question, il imagine comme ça une expérience, je vous ai dit, c'est un petit peu pareil, il dit « Et si les êtres humains se reproduisaient sexuellement comme les poissons ?» Alors, vous savez, les poissons, ils font plein d'œufs, ils les fécondent, puis après, et il dit, qu'est-ce que ça ferait? Est-ce qu'il y aurait des changements sociaux majeurs à penser? Parce qu'effectivement, l'ordre social serait complètement différent. Vous voyez bien que ce serait pas pareil. Et donc, il s'amuse à imaginer ça. Et vous ferez la même chose, pas forcément avec les poissons, mais imaginez une rêverie à vocation expérimentale. Voilà, c'est ça. On verra d'autres exemples de rêverie expérimentale. Ensuite, on étudiera le 11 février des expériences éducatives et notamment des fictions d'expérimentation pédagogique. C'est quand on imagine, alors c'est pas des vrais traités d'éducation et c'est pas non plus, on va voir, il y a une veine de traités qui sont pas applicables en fait, qui sont pas faits pour être appliqués. C'est pour ça qu'on dit que c'est des fictions d'expérimentation pédagogique. On dit, et si j'avais un élève et que je l'élevais comme ça, je l'éduquais comme ça, qu'est-ce qu'il viendrait? C'est ce que fait Rousseau dans l'Émile. Et c'est ce que font d'autres auteurs de l'époque. Et on verra, un troisième exercice d'écriture sera de proposer un récit d'expérimentation pédagogique qui peut être tout à fait théorique ou au contraire avoir une vocation pratique. Voilà, je vous laisserai y réfléchir.
Ensuite, on continuera sur les expériences éducatives, mais cette fois, on s'intéressera à la figure de l'enfant sauvage, qui est une figure qui fascine de plus en plus les hommes et les femmes du XVIIIe siècle. Il y a de plus en plus de documentation de cas d'enfants sauvages, alors avérés ou pseudo-enfants sauvages. Et on lira notamment le texte de Madame Eckey, Histoire d'une jeune fille sauvage trouvée dans les bois à l'âge de 10 ans. Je vous le mettrai dans l'espace court en ligne, enfin comme il y a ça, par exemple, ça c'est on va le lire en entier, ça fait un ensemble de pages, quoi. C'est l'équivalent d'un petit folio à 2 €, je sais pas si vous voyez, voilà. Et mais il est libre de droit, je vous le mettrai sur votre espace court en ligne, vous pouvez le lire en ligne aussi. Si vous aimez pas du tout lire en ligne, trouvez le fameux folio parce qu'il est édité en folio. Et donc où elle raconte le fait divers, alors véritable, de cette jeune fille sauvage trouvée dans les bois à l'âge de 10 ans, c'est-à-dire un enfant qui n'a pas été sociabilisé, voilà, de la même façon que les autres. Et on verra comment elle s'en sert pour réfléchir à la question de la nature et de la culture, finalement. Qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui va être inné, qu'est-ce qui va être acquis, voilà. Et on mettra ça un peu en relation avec ce qu'écrit Rousseau, par ailleurs, qui est un peu la base à partir de laquelle on va commenter ces cas d'enfants sauvages. Il va y en avoir plein, hein. Même au théâtre, à la fin du siècle, on met en scène des pièces sur l'enfant sauvage. Enfin, là, je vous ai pas mis l'ensemble des références, mais je vous montrerai divers cas d'enfants sauvages. Et on pourra déjà questionner ce qualificatif d'enfant sauvage. Vous mettez beaucoup de guillemets autour. C'est le terme de l'époque. Récit d'une rencontre entre un enfant sauvage et un observateur sera l'entraînement à l'écriture, parce qu'on verra que ce qui est intéressant dans ces cas d'enfants sauvages, c'est que finalement, c'est pas tellement ces cas-là, d'ailleurs, dont on ne sait pas s'ils sont complètement avérés, mais c'est la réflexion de l'observateur dont il se sert pour fabriquer un savoir, en fait. Ensuite, à la fin du mois de février, avant les vacances, on étudiera les romans libertins à travers la question des expériences sexuelles, qui est une caractéristique très forte des romans libertins. Les romans libertins, c'est pas seulement des romans érotiques, ce sont aussi des romans érotico-philosophiques. C'est-à-dire, vous verrez, c'est très drôle parce qu'il n'y a pas d'équivalent actuel, mais il y a les personnages, par exemple dans des scènes d'orgie, mais ils sont en train de faire des dissertations philosophiques en même temps. C'est très très frappant. Alors, des fois, ils s'arrêtent, mais des fois, c'est vraiment pendant. Vous verrez, c'est très drôle. Et pourquoi cette forme-là? C'est précisément parce que ce sont pas que des aventures érotiques, c'est d'abord des expériences sexuelles. C'est-à-dire, ils s'en servent pour penser la nature humaine, en l'expérimentant justement de vivo, quoi. Donc, on étudiera un extrait. Alors, je l'ai mis en gras pour vous inviter à le lire en entier, mais pareil, il y a aucune obligation, c'est en fonction de vos intérêts respectifs. Thérèse philosophe, entre parenthèses. Alors, pourquoi les noms des auteurs sont entre parenthèses? Vous le devinez aisément, c'est parce que personne n'a signé ces livres. Donc, on a des hypothèses sur qui les a écrits, mais c'est pas sûr. Les bijoux indiscrets, on est sûr que c'est Diderot, mais les deux autres, c'est des conjectures. Thérèse philosophe, qui est l'histoire de cette jeune fille qui va être envoyée dans un couvent et qui va apercevoir justement ce qui se passe dans ce couvent. Les bijoux indiscrets de Diderot, on le verra ensemble, c'est un texte, je vous décrivais parce que je vous en parlais tout à l'heure. Et l'histoire de Don Bougre, portier des Chartreux, c'est pareil, c'est un jeune enfant qui va passer par toute une série d'initiations sexuelles. On verra lesquelles. Et l'entraînement à l'écriture, rassurez-vous, je ne vais pas vous demander d'écrire un roman libertin, mais en fait, on s'en servira pour s'intéresser au cadre narratif du récit d'expérience. Parce que vous verrez dans le roman libertin, ce qui est très frappant, c'est qu'en fait, il y a toute une mise en scène du regard, du personnage qui va regarder pour apprendre. Donc, ça prend souvent la forme de la scène de voyeurisme. Ça la constitue même en topos à cette époque-là, où le méta-commentaire, justement, comme je vous disais, on pratique et en même temps on commente. Donc, on verra ces cadres narratifs que vous pouvez tout à fait réutiliser hors d'un récit libertin. Parce qu'en fait, c'est les cadres narratifs du savoir. On les interrogera dans une dimension épistémologique. D'accord ?
Alors, au retour des vacances, faire l'expérience du monde ou faire l'épreuve du monde, figure de l'ingénu et mise à l'épreuve philosophique. C'est là qu'on passera, on essaiera de passer par Justine ou les malheurs de la vertu en fonction de si ça passe avec vous, sinon on pourra parler de Candide, enfin on verra ce qui est possible. Justement, ce qu'on va voir, c'est que dans Candide et Justine, enfin Candide, ça doit vous dire quelque chose, et je sais pas si Justine, certains d'entre vous l'ont lu, et en fait, c'est des personnages que prennent les auteurs et ils leur font subir toute une série de choses terribles. Candide de Voltaire, c'est ça, c'est allez, tu vas manquer de te faire brûler, tu vas te faire poursuivre, tu vas te faire mutiler. Enfin, c'est vraiment ça d'un bout à l'autre dans Candide. Et parce qu'en fait, c'est presque, on va étudier, enfin, la piste qu'on va avancer, c'est qu'en fait, le personnage, c'est ici de cobaye, quelque chose qu'on voudrait démontrer. Dans Justine, c'est encore plus frappant, selon des formes qui peuvent d'ailleurs tout à fait nous choquer. C'est pour ça que je ne vous impose pas du tout cette lecture. En tout cas, on étudiera le début où il y a tout, voilà, le plan de ce que Sade propose de faire, etc. Ensuite, on fera un ensemble de séances sur les contes moraux et philosophiques. Enfin, Justine, c'est déjà un conte, roman, voilà, pareil pour Candide. Agir sur les croyances, préjugés, convictions, conceptions et idées du lecteur. Ça, c'est dans l'idée qu'on se lance dans l'élaboration d'un conte philosophique. Donc, on continuera sur plusieurs séances parce que c'est un travail long. Et on étudiera des contes de Diderot, ça que vous pouvez vraiment lire. Pareil, je vous les mettrai en ligne. Chaque conte fait quelques pages. Donc, on étudiera Mystification, Les deux amis de Bourbonne, Entretien d'un père avec ses enfants, Ceci n'est pas un conte et Madame de la Carlière. Et je ne mettrai pas sans doute le supplément Voyage de Bougainville. Donc, vous verrez, c'est des contes très intéressants qui sont sous la forme d'expériences de pensée. Madame de la Carlière, ça parle de l'impératif de chasteté. Enfin, pas de chasteté, mais en fait, c'est de fidélité dans le couple. Diderot va observer, est-ce que c'est plutôt positif ou négatif pour le couple? Ouais, des questions très actuelles. On verra tout ça. On continuera notre travail d'écriture, donc élaboration de ce conte philosophique, parce qu'on se demandera... D'abord, quelle est la trajectoire du personnage, puis aussi la trajectoire du lecteur, parce que dans un conte philosophique, il y a toujours une trajectoire philosophique du lecteur. C'est-à-dire que le lecteur, il n'est pas censé croire au début ce qu'il croit à la fin. Donc on verra ça. On continuera expérience de lecture dans les contes moraux et philosophiques. Ça prendra un petit peu de temps. Et on verra ensuite une séance sur le monde sans dessus-dessous, la fiction comme expérience subversive. Donc là, on va étudier, comme je vous disais, des contes ou des pièces qui proposent des changements de rôle, des échanges de rôle. La Reine fantasque de Rousseau, c'est un conte de fées, conte philosophique dans lequel un enfant garçon et une enfant fille vont être échangés, on va observer ce qui va se passer, mais les autres savent pas, enfin, voilà. Volsidor et Zulmeni, c'est cet ensemble de pareils contes de fées, contes philosophiques sur la trajectoire d'un homme avec un certain nombre de préjugés sur les femmes parce que Madame de Beauharnais, c'était donc une écrivaine, dans un ensemble de contrées imaginaires qui vont peu à peu lui faire questionner justement ses préjugés. Marivaux, L'île des esclaves et le jeu de l'amour et du hasard, c'est justement ces changements de rôle va les mettre. Ça, vous les avez peut-être croisés, donc je m'attarderai moins dessus, surtout les deux autres que vous allez pouvoir lire en entier, je vous les mettrai. Et si on a le temps, mais on n'aura probablement pas le temps, mais on va essayer quand même, les récits d'expérience, on va étudier les outils formels et stylistiques dans les récits d'expérience. Donc, on étudiera un extrait du livre 14 du Cleveland. Ça tombe bien parce que vous ne l'avez pas le mardi, le livre 14, vous vous arrêtez au livre 7. Le livre 14, en fait, c'est l'expérience matérialiste. C'est très drôle, c'est Cleveland et ses amis, quoi, qui se disent, pour connaître la mort, on a envie de connaître la mort expérimentalement. Donc, le premier qui meurt, il appelle très vite les autres à son chevet pour décrire ce qu'il ressent au moment de mourir. Vous allez voir si ça marche ou pas. C'est une belle expérience à faire.
Et on parlera aussi, alors c'est périphérique dans les expériences de pensée, mais Rousseau, il a travaillé tout sur un système d'annotation. Vous savez, quand on a des annotations dans les textes, c'est souvent les éditeurs, c'est-à-dire les éditeurs scientifiques qui établissent les textes. Rousseau, lui, il a imaginé un personnage d'éditeur qui commente les lettres des épistoliers, des épistolières. C'est très bizarre, mais ça permet aussi de faire ressortir beaucoup d'effets de sens. Et si je vous ferai étudier ça, c'est parce que donc, dans ce conte philosophique que vous allez produire et que vous allez me présenter à la fin de l'année, vous pouvez aussi utiliser ces effets-là pour développer un questionnement philosophique complexe. Vous pouvez tout à fait imaginer un personnage d'annotateur de votre propre conte. Rousseau le fait. Diderot, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il enchâsse son conte dans un récit de personnages qui dialoguent entre eux pour dire qu'est-ce que tu penses de ce conte et tout. Donc il y a plein de procédés comme ça qui vous permettront de donner une ampleur philosophique à votre conte. Et on gardera la dernière séance pour le partage des productions écrites, sachant que ce partage prépare déjà le partiel, parce qu'en fait, nous tous ici, on va faire des retours sur ces travaux qui vous permettront de les améliorer. Le jour du partiel, vous apportez votre travail d'écriture avec vous. C'est pas lui qui est noté, mais j'en ai besoin pour lire votre autocommentaire, sinon je fais lire un autocommentaire dans le vide. Enfin, je devrais imaginer votre travail d'écriture, mais c'est mieux si vous l'apportez. Et vous écrirez donc dans votre copie ce travail d'autocommentaire. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Pourquoi c'est une expérience de philosophie narrative? Et comment je me suis située par rapport à tous ces textes qu'on a étudiés en cours et qui sont donc dans le syllabus. Enfin, pas l'intégralité, mais ceux qui vous ont servi, D'accord? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui? On travaille une expérience narrative ou deux? Alors, ce qui serait bien, c'est... si vous les avez toutes faites, mettez-les toutes. Et vous pourrez choisir d'en commenter une. Sachant que ce serait bien que ce soit quand même... J'y réfléchis encore, mais ce serait bien que ce soit le conte philosophique parce qu'on aura mis plusieurs séances à le faire. L'année dernière, je m'étais cassé le bras, donc j'avais autorisé tous les textes qu'on avait faits parce qu'il y avait beaucoup de séances qui ont dû sauter. Mais cette année, je pars plutôt sur l'idée que ce soit ce travail de conte philosophique qu'on va élaborer on s'entraîne au début du semestre sur sur des textes. Et après les vacances, on se lancera dans l'élaboration d'un conte philosophique au long cours. Donc c'est mieux si on part là-dessus. Voilà. Si on a trop de retard dans l'élaboration de ce conte philosophique, on verra comment on fait, mais là on part sur cette idée. Ok? Mais c'est une bonne question, merci. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui. Oui, allez-y, monsieur. En fait, le texte il est alimenté d'une part par la collectivité quand on est en groupe, et d'autre part par chacun des individus, chez lui. J'ai pas bien compris. Alors... Est-ce que la réécriture elle est totalement individuelle ou elle est partiellement individuelle et collective? Non, elle est individuelle, mais on la soumettra en cours aux autres qui pourront vous faire des retours qui vous permettront de développer votre travail. Mais ce travail, il est individuel. Après, si vous voulez vous entraîner à deux, par exemple, pour les premiers textes qui sont donc pas ce conte philosophique, vraiment où là c'est un travail personnel, c'est pas du tout impossible. Voilà. Mais normalement, chacun produit ses propres textes. Ok? Oui, vous me posiez une question? La philosophie narrative, c'est-à-dire la pensée philosophique dans la fiction, pas dans le texte philosophique. Oui, en fait, c'est une question philosophique qu'on va étudier à travers la fiction. Voilà. Typiquement, cette fiction du premier humain, on se demande... En fait, on va le voir, pour Buffon, c'est un questionnement empirique, c'est-à-dire qu'est-ce que ressent, quel est le rôle des sens dans la venue à la conscience. Et pour montrer ça, il passe par la description d'un homme qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Mes yeux s'ouvrent, ça fait mal, je les referme. Ah, mais c'est... » Voilà, parce qu'en fait, il décrit la lumière, mais il n'a pas de mots pour dire lumière.
Donc, c'est ça une expérience de philosophie narrative. C'est pour ça aussi que c'est difficile à écrire, c'est qu'il faut que vous ayez un questionnement philosophique et il faut que la fiction soit en fait votre terrain d'expérience. Voilà. C'est comme si vous étiez avec des éprouvettes, sauf que les éprouvettes, c'est des mots. Ça va pour tout le monde? On va s'entraîner, hein. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Non, c'est bon pour le syllabus? Ben, parfait. Alors, vous avez aussi une bibliographie indicative. J'ai mis en gras le plus important. Sur la notion d'expérience en général, donc 2 articles en anglais que vous pouvez trouver très facilement en ligne. Plus généralement, voilà, sur les rôles entre expérience de pensée et littérature, enfin, dans la littérature en général. Si la question des expériences de pensée vous intéresse, je vous invite à lire l'ouvrage de alors je ne sais pas comment on prononce son nom de famille, si les anglophones ont une idée. Moi, sinon, je le francise, hein, le pauvre, il n'est pas là pour se plaindre, mais Ruwen Ogien, l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine et autres questions de philosophie morale expérimentale. C'est un livre qui parle de tout un ensemble d'expériences de pensée en général, voilà, souvent contemporaines. C'est un petit livre intéressant que vous pouvez tout à fait découvrir. Plus spécifiquement sur le XVIIIe siècle, alors Christophe Martin, il a écrit un ouvrage sur les fictions d'expérimentation pédagogique au XVIIIe siècle, à travers la question des éducations négatives. On verra ce que c'est on isole un enfant du monde extérieur, fictionnellement, hein, bien sûr, sinon c'est pas sympa. Et on l'isole et on observe comment il va se développer. Par exemple, on dit, c'est fictif. Voilà. Et Julien Téché, les usages de l'expérience de pensée au XVIIIe siècle. Là, c'est vraiment une somme dans laquelle il propose une étude totale et une typologie des expériences de pensée. Je vous présenterai des extraits de cet ouvrage aussi au fur et à mesure. Je vous ai mis, si vous voulez vous documenter sur la littérature du XVIIIe siècle, je vous ai mis un peu 3 références, parce que vous n'avez pas forcément fait de licence de lettres. Enfin voilà, vous pouvez avoir des parcours très différents si vous sentez que il vous manque des connaissances et que vous souhaitez les rattraper. Et ensuite, je vous ai mis une liste d'ouvrages. Ce sont souvent des collectifs, d'ailleurs, entre fiction et expérience au XVIIIe siècle. Un article que vous pouvez lire en ligne de Daniel Chaperon et Claude Reichler. L'expérience et son traitement dans la science et dans la fiction au XVIIIe et XIXe siècle. Marion Chotin, qui est une chercheuse du CNRS, qui a écrit donc un ouvrage consacré au problème de Molineux, c'est le problème de l'aveugle-né. C'est si quelqu'un qui a toujours été aveugle, on lui fait retrouver la vue tout d'un coup, comment il décrit le monde qu'il voit. Voilà. Je vous ai mis aussi des ouvrages de Colas Duflo qui a travaillé là-dessus. Donc, Philosophie des pornographes, c'est sur les romans libertins, mais il y a aussi Les aventures de Sophie, c'est sur les rapports entre littérature et philosophie en général. L'ouvrage de Magali Fourniot, Le conte à visée morale et philosophique de Fénelon à Voltaire, c'est vraiment sur les contes philosophiques et il est très bien et il reproduit tout un corpus de contes inaccessibles en fait, sinon il en propose une édition, quoi, un résumé aussi. Thierry Hoquet, qui est pareil, enseignant-chercheur ici, qui a travaillé beaucoup sur Buffon, mais aussi sur ça c'est un peu plus large, mais sur les figures du presque humain, comme les zombies, etc. Et qui les envisage comme des expériences de pensée, justement. Franck Salin, lui, il a proposé un ouvrage qui développe le concept de fiction pensante, c'est-à-dire vraiment une fiction qui nous fait penser, qui nous fait réfléchir à une question philosophique, par exemple. Question philosophique qui n'est pas extérieure à l'expérience fictionnelle. C'est ça vraiment la spécificité, c'est-à-dire c'est pas juste... lui, il dit le conte philosophique, c'est pas juste un petit truc narratif, une petite histoire pour que ce soit plus sympathique de se poser une question philosophique. Ce qu'il dit, c'est que la fiction elle-même constitue une expérience de lecture philosophique pour le lecteur. Et un ouvrage d'Élise Sultan sur le roman libertin, où elle parle beaucoup des romans libertins comme des expériences de pensée.
Aussi, je vous encourage vivement à consulter. Donc, à Nanterre, il y a quelques années, on avait fait un MOOC. Un MOOC, c'est un cours en ligne. Je ne sais pas si vous en avez déjà suivi. On en avait fait un sur la littérature des Lumières, qui a désormais, comme ça fait plusieurs années qu'il existe sur la plateforme MOOC, hein, et maintenant, il a été déplacé sur un site. Voilà, donc vous pouvez, je voulais vous le montrer, mais je ne peux pas. Donc, vous pourrez regarder chez vous, hein, c'est le nom de ce cours, c'est le combat des Lumières, et c'est vraiment un peu un bilan sur la littérature du XVIIIe siècle qui peut être très très utile pour vous parce que c'est une série de vidéos qui dure 5 minutes chacune sur telle œuvre, tel auteur, telle grande question. Et notamment, je pense que ça vous servirait beaucoup dans la perspective de votre thèse, etc. J'ai déjà vu. Ah, super! Alors, ça, vous l'avez trouvé utile? Ok. Bah, donc, en même temps, vous n'allez pas dire non parce que vous êtes... Mais donc, voilà, ça vous permet un peu de vous remettre pareil à niveau, quoi. Enfin, voilà. Et c'est vraiment pas long, c'est des vidéos de 5 minutes. Vous retrouverez plein de vos enseignants, chercheurs dedans. Et Encre, on passera un peu là-dessus plus tard. C'est l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert numérique. C'est le site de référence quand on veut travailler sur l'encyclopédie parce qu'il a été entièrement établi par des enseignants-chercheurs qui ont donc édité les articles de l'encyclopédie et proposé des dossiers critiques pour que vous les compreniez, quoi. Pareil, je voulais vous montrer, mais je peux pas, on reporte ça une autre semaine. Ok? Voilà, donc ça, c'est pour la bibliographie. Bon, alors, on va se lancer dans le cours et je vous expliquerai au fur et à mesure comment on va fonctionner. Donc, vous pouvez prendre votre exemplier de la séance 1. Et je ferai bien un petit tour de table, mais on va garder ça soit pour la fin, soit pour la semaine prochaine, comme on a déjà beaucoup parlé. Ok? Est-ce que vous avez besoin de lumière artificielle ou ça va? Sinon vous levez. Alors, on va faire cette première séance. Qui est la séance d'introduction sur le contexte historique et culturel. Et l'objectif de cette première séance, ça va être de comprendre l'importance de la notion d'expérience pour la littérature française du XVIIIe siècle, enfin, des Lumières, quoi. Et on va voir que c'est une littérature qui est en lien avec le très grand développement des sciences expérimentales et de la méthode expérimentale. Et je vais vous expliquer comment cet engouement pour les sciences expérimentales favorise l'essor de textes littéraires qui vont se présenter comme des expériences de pensée, en revendiquant les vertus heuristiques de l'imagination. Est-ce que quelqu'un pourrait définir aux autres ce que c'est le terme heuristique? Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux écrire des mots hein, si vous avez besoin. Donc, des vertus heuristiques, des capacités heuristiques, vous voyez ce que ça veut dire ou pas? Qui a déjà fréquenté ce cours? Oui, ça vous dit quelque chose ou pas? Il me semble que c'est quand... Je vais juste fermer parce qu'en fait, sinon le micro, il capte... Quand par exemple un texte permet de trouver une réponse à quelque chose. Oui, c'est ça, c'est qui sert à la découverte, on va dire scientifique au sens large du terme. C'est ça des vertus heuristiques, ça veut dire qu'il va permettre de découvrir des choses qu'on ne pouvait pas savoir avant. Voilà donc pour l'objectif. Aussi sur l'exemplier, à la toute fin, vous avez le plan du cours, si vous le tournez. Donc, on va commencer le grand 1, le développement des sciences expérimentales au XVIIIe siècle. Et on va commencer par une étude lexicale du mot « expérience ». Alors,
à votre avis, d'où vient le mot expérience en français? Parce que justement, étymologiquement, il y a une histoire complexe et très signifiante. Est-ce que vous avez une idée d'où il vient? Comme beaucoup de mots français, il vient du latin. Ok, on va voir qu'en latin, justement, ça a un sens un petit peu particulier. Alors, il vient du latin, experientia. Qu'est-ce que c'est? L'experientia, c'est l'ensemble des essais, des errements, des erreurs qui vont progressivement conduire à une plus grande sagesse. Donc, c'est une notion vraiment liée à la question de sagesse. Hein. C'est l'expérience, mais l'expérience un peu au sens de parcours de vie, quoi. C'est pas du tout dans une dimension scientifique. C'est plus, voilà, découverte de la sagesse, voilà. C'est cette connaissance à laquelle on parvient petit à petit, cette instruction acquise par l'usage, et vraiment sur le plan d'une plus grande sagesse. D'accord? Il n'y a pas du tout cette dimension encore scientifique. Alors, progressivement, le mot a pris un autre sens. Quand ça? À l'époque qui nous intéresse, justement, parce que c'est une époque de mutation lexicale du mot d'expérience. Alors, je voulais vous montrer comment on cherche dans des dictionnaires d'époque, parce que ça va être un peu important pour nous. Est-ce que vous savez comment on fait quand on cherche un mot Est-ce qu'il y en a déjà qui font leur mémoire sur des siècles qui ne sont pas le XXe siècle, on va dire? Ok, et qui ne sont pas le 19e? Ok, et vous le faites sur quoi? Sur le 16e. Ok, donc vous, comme Louise, vous devez être confronté à cette question de comment on fait des recherches lexicales. Donc vous allez pouvoir l'apprendre à tous les autres, même si vous savez sans doute aussi le faire, mais on fait comment? Quels outils vous utilisez? Même les autres, hein, même si votre corpus porte sur un corpus contemporain, vous serez quand même amené à fréquenter historiquement des textes plus anciens. Il faut quand même que vous puissiez les comprendre. Oui? Je me souviens plus du nom du dictionnaire, mais quand on faisait de l'ancien français, on allait sur un dictionnaire. J'ai oublié le nom du dictionnaire. Alors, il y en a plein. TLF, peut-être, vous utilisiez? Ou le dictionnaire? Ouais, le TLF. Alors, celui qui est bien pour nous dans ce cours, je suis désolée de ne pas pouvoir le montrer, c'est très frustrant de faire un cours en appelant uniquement à votre imagination, c'est le dictionnaire de l'Académie. Sinon, je peux essayer, mais alors je vais juste le mettre sur mon écran comme vous n'êtes pas hyper loin et vous le montrer, mais bon, les premiers rangs verront un peu mieux. C'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, donc 2 secondes, je mets le Wi-Fi. Je retente car l'espoir ne me quitte jamais, mais je sais que ça ne va pas marcher. Celui-là, il ne marche pas. Vous ne l'avez jamais vu utiliser? Tant pis. Donc, le dictionnaire de l'Académie, vous pouvez le trouver là. Vous le trouvez en ligne, hein, c'est très simple. Vous cherchez dictionnaire de l'Académie. Alors, on ne voit pas très bien, mais qu'est-ce qui est intéressant dedans, quel que soit d'ailleurs le sujet de votre mémoire? C'est que, par exemple, vous allez chercher le mot expérience. Et en fait, il va comme c'est un dictionnaire qui a été mené sur plusieurs éditions à partir de 1694, vous pouvez regarder la progression du terme de siècle en siècle. Donc, ça permet une étude au fur et à mesure des siècles, quoi, une étude diachronique.
Et des fois, ça fait apparaître des choses très intéressantes. Donc, quel que soit votre sujet de mémoire, d'ailleurs, si vous étudiez une notion en particulier, c'est toujours intéressant d'aller regarder dans ces différentes éditions. Alors, dans le dictionnaire de l'Académie, qu'est-ce qu'on nous dit de l'expérience? Et là, je vous l'ai mis dans votre exemplier, on va regarder ensemble. Donc moi, j'ai pris l'édition de 1740, qui est un peu, voilà, en plein milieu du siècle. Et on va comparer ça au mot d'experientia latin pour voir si c'est la même chose ou pas. Expérience, épreuve qu'on fait de quelque chose, soit à dessein, soit par hasard. Curieuse expérience, nouvelle expérience, faire une triste expérience, une fâcheuse expérience. L'expérience est la maîtresse des arts, je sais cela par expérience, j'en ai fait l'expérience. L'expérience nous a appris que ces philosophes font tous les jours des expériences de physique. Les expériences sont quelquefois trompeuses. Il signifie aussi connaissance des choses acquises par un long usage. Il a vieilli dans le métier, il a beaucoup d'expérience, il a une longue expérience. C'est un jeune homme sans expérience, les affaires demandent une grande expérience. Et je vous ai mis aussi expérimental, qui est fondé sur l'expérience, philosophie expérimentale, physique expérimentale. Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans cette définition? Ils sont mélangés, donc c'est pas facile à trouver, mais on a différentes acceptions du terme qui sont en train d'émerger. Et grosso modo, il y a lesquelles, si on devait un peu dégager des grandes lignes? J'ai subi contre versus intentionnel. Oui, tout à fait, exactement. Il y en a un qui est plutôt dans le sens de l'expérience qui nous conduit à la sagesse, justement. Donc ça, c'est un reste de l'expérientia latine. Faire une triste expérience, une fâcheuse expérience, ça, c'est entre guillemets, les mauvaises choses qui vont nous arriver, mais qui vont nous apprendre des choses, et donc on va devenir plus sage. Donc ça, c'est vraiment le sens moral ancien, voilà, qui vient du latin, qui était dominant pendant plusieurs siècles. Et vous avez tout à fait raison, et je vais apprendre vos prénoms au fur et à mesure. Est-ce que vous pourriez me donner le vôtre? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Vous avez tout à fait raison, Jean-Pierre. Va y avoir un autre versant qui va émerger, qui est effectivement lié à une activité expérimentale intentionnelle, qui va avoir une autre valeur que morale. Est-ce que vous le repérez ou pas? Il émerge comme ça au milieu des exemples en italique. Ces philosophes. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on voit apparaître un autre sens qu'on peut qualifier de sens scientifique. Scientifique au sens large du terme, hein. La philosophie est une science. Et elle l'était encore plus à l'époque, mais elle est toujours maintenant. Et ça, on le voit émerger. Faire une triste expérience, une fâcheuse expérience, c'est pas l'expérience scientifique. Hein. Un chimiste dirait pas ça. Ça, c'est l'ancien sens. Mais par exemple, l'expérience nous a appris que là, nous a appris, le verbe apprendre, voilà, il va se déporter petit à petit dans le champ du scientifique. Je sais cela par expérience, ces philosophes font tous les jours des expériences de physique. Les expériences sont quelquefois trompeuses, donc ça c'est un commentaire sur la méthode scientifique de l'expérience pour dire elle ne marche pas tout le temps. Et ça on le voit beaucoup dans l'adjectif expérimental. Alors, attendez, je regarde juste ce que dans ma mémoire, il apparaît à un moment spécifique, expérimental. Bon, je laisse tomber parce qu'il me déconnecte du Wi-Fi à chaque fois. Mais expérimental qui apparaît à cette époque-là, c'est justement ce qui est fondé sur l'expérience. Et vous voyez, philosophie expérimentale, physique expérimentale. Donc là, on est vraiment dans le champ de la science. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Petit à petit, il va y avoir une prédominance du sens scientifique du mot expérience qui va éclipser le sens moral issu du latin. Expérience au XVIIIe siècle, ça va désigner assez largement une procédure expérimentale qui cherche à mettre en évidence un fait et qui doit contribuer à augmenter le savoir. D'accord ?
Nous, au passage, on a hérité de ces deux sens. Hein. Quand on utilise le mot expérience, c'est dans un sens ou dans l'autre, quoi. Mais c'est vraiment à cette époque-là qu'apparaît le sens scientifique. C'est encore plus intéressant quand on passe à l'anglais. Alors, comment on dit expérience en anglais? Oui. Et il y en a un autre, en fait, parce que les anglais, c'est comme le mot de roman. Il y a novel et romance pour désigner les romans. Et ils ont aussi deux mots pour dire expérience. Oui. Il y a experiment pour le cas scientifique. Tout à fait. Et ça, alors, je vais essayer à prendre votre prénom, donc vous êtes Lola. Lola. Lola, ok. Alors, expérience et experiment. Bah, expérience, ça vient d'experientia, c'est justement ce terme qui veut dire l'expérience acquise par une vie, etc. Et le terme experiment, il se développe justement au XVIIe, XVIIIe siècle en Angleterre avec l'essor d'une philosophie qu'on va qualifier d'empirique. Voilà, la philosophie empirique, l'empirisme. On verra ce que c'est, on en parlera beaucoup. Mais empirer, c'est donc la racine, hein, justement, de cette idée d'expérimentation. C'est une méthode philosophique fondée sur l'observation du réel et l'expérimentation. Donc, je dirais la division de ces deux termes en Angleterre, elle est tout à fait caractéristique. Hein, si vous voulez, nous, le terme expérience s'est développé avec un petit peu deux têtes, quoi. En anglais, il y a eu cette division lexicale qui montre justement tout le développement du versant scientifique de l'expérience. C'est bon pour tout le monde? Ok. Donc, au XVIIe, XVIIIe siècle, parce que bon, c'est histoire littéraire du XVIIIe, mais en fait, c'est un mouvement, voilà, ce qu'on appelle la seconde modernité. Seconde modernité, c'est, on va dire, fin XVIIe, XVIIIe, enfin, il y a la première modernité sur laquelle vous travaillez, si vous faites votre mémoire sur le XVIe siècle, et la seconde, et c'est pas des bornes séculaires, hein, c'est vraiment des mouvements de pensée de fond. Au XVIIe et XVIIIe siècle, on va se mettre à défendre de plus en plus la méthode expérimentale, prônée comme une manière de faire de la bonne science. Les autres méthodes ne permettent pas de faire de la bonne science. Et la méthode expérimentale va être de plus en plus défendue, de plus en plus diffusée. Et ça accompagne le déclin des sciences qui ne peuvent pas avoir de volet expérimental. Par exemple, qu'est-ce qu'on a qui a été hyper important pendant des siècles et qui décline à cette époque, jusqu'à aujourd'hui, hein, qui a continué son déclin, justement parce qu'il ne peut pas y avoir de volet expérimental. Oui ? La métaphysique. Alors, la métaphysique, elle va justement, qui était un peu la reine de la philosophie, justement, on va le voir dans un texte après, elle va être beaucoup moquée par les philosophes des Lumières. Mais il y a vraiment une science, pensée avec un logis à la fin. Alors, ça n'existe pas encore à l'époque, mais typiquement la théologie. La théologie, c'était une science débattue dans les universités. Il y avait des chaires de théologie, il y en a toujours encore, ça s'enseigne. Mais c'est une science qui connaît un très grand déclin au XVIIIe siècle. Alors, effectivement, parce qu'il y a un questionnement religieux très fort, mais aussi parce que c'est une science, par définition, non expérimentale. On ne peut pas faire d'expérience à vocation théologique, normalement. C'est même antinomique. Bah oui, exactement. Donc, c'est aussi ce qui provoque l'effondrement de cette science. C'est-à-dire qu'il va y avoir un mépris large qui va se développer. Enfin, c'est pas exactement le mot de mépris, mais toutes les sciences non expérimentales vont être considérées comme moins importantes que les sciences expérimentales. Il y a quand même une différence entre la théologie qui peut s'appuyer sur la supériorité de la foi sur la raison, qui donc dispense de faire l'expérience, et d'autres disciplines comme la psychologie ou d'autres, ou l'économie même, qui ne peuvent pas... Justement, l'économie, ça commence à être théorisé comme science à cette époque-là, justement à partir d'expériences. Galliani... C'est une science molle. Ici, on est dans le royaume des sciences molles. Vous savez,
Galliani, par exemple, qui est un auteur italien des Lumières, enfin qui écrit en français, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Les dialogues sur le commerce des blés, où il commence à théoriser la science économique. C'est vraiment ça, c'est une caractéristique des Lumières. C'est vraiment les Lumières qui ont cherché à théoriser la science philosophique. Et c'est tout à fait intéressant pour nous parce qu'il résonne à partir d'une expérience. Et cette expérience, c'était une expérience protectionniste sur le commerce des blés qui avait eu lieu, non, une expérience de libéralisation du commerce des blés au cours du XVIIIe siècle, je crois que c'était début du règne de Louis XVI, mais à vérifier, où en fait, sous l'influence des physiocrates, qui étaient donc les libéraux de l'époque, on va dire, libéraux sur le plan économique, on avait autorisé beaucoup plus de passages des blés entre les régions, alors qu'avant il y avait des règles très strictes du commerce des blés. Je suis désolée, je raconte très mal parce que je ne l'ai pas révisé hier, parce que du coup j'improvise. Mais ce que Galliani observe, c'est que ça a causé notamment des émeutes, une famine, etc. Parce que y a des gens qui ont capitalisé sur le blé en essayant Avant, c'était interdit d'amasser du blé parce qu'on en avait besoin pour faire de la farine. Mais à partir du moment où il y a eu cette libéralisation du blé, il y a des gens qui ont accumulé du blé pour pouvoir spéculer sur le blé. C'est-à-dire en attendant que les taux montent, le prix du blé monte. Et le problème, c'est que ça a entraîné des émeutes, des famines, etc. Et Galliani, il théorise vraiment le libéralisme à partir de cette expérience pour, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est penser les frontières du libéralisme. Il n'est pas anti-libéral, mais ce qu'il dit, c'est qu'on ne peut pas pratiquer un libéralisme absolu et total en pensant que le marché va s'autoréguler, ce qui montre que c'est pas le cas, en fait. Et il fonctionne vraiment à partir d'un terrain expérimental. Donc non, l'économie, c'est une science expérimentale, alors avec des accents qu'on peut mettre différemment. La prix Nobel Esther Duflo, elle travaille vraiment l'économie à partir de micro-cas expérimentaux du style et si on distribue un sac de lentilles, est-ce que les gens en Inde viennent faire vacciner leurs enfants? Et elle observe comme ça. Non, vraiment, il y a un versant expérimental de l'économie. Alors c'est pas la macroéconomie, mais il y en a un, et il date de cette époque précisément. Et donc oui, déclin, merci parce qu'en fait c'était très utile pour nous, déclin de ces sciences qui ne peuvent pas être expérimentées, même si, comme vous l'avez dit, elles peuvent être tout à fait légitimes du point de vue de la foi, c'est juste qu'on ne peut pas faire une expérience de théologie. Donc, déclin des sciences non expérimentales et développement des sciences expérimentales ou des sciences qui, justement, vont naître de l'expérience, comme l'économie. L'économie, c'est vraiment très symptomatique à l'époque, du développement des sciences expérimentales. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ensemble de sciences expérimentales qui vont beaucoup se développer au XVIIIe siècle? Je vous ai parlé de l'économie, c'était un peu périphérique, mais est-ce que vous avez une idée de... La physique. Voilà, la physique, ça connaît un très très grand développement. Je suis désolée, j'avais plein de belles images à vous projeter et je suis très frustrée de ne pouvoir le faire. Parce qu'en plus, on était censé analyser ces images, donc c'est un peu catastrophique, mais bon. Donc la physique, elle va beaucoup se développer dans le sillage d'Isaac Newton, donc dès la fin du XVIIe siècle. Isaac Newton, et donc cette théorie de la gravité, ça va être une grande référence pour tous les auteurs français des Lumières qui vont s'en réclamer. Émilie du Châtelet, Voltaire, Émilie du Châtelet, elle traduit et annote Newton. Voltaire, il pompe le trait d'Émilie du Châtelet pour proposer une théorie, pour proposer un commentaire de Newton. C'est pas que pomper, c'est juste que elle a été un peu effacée et ses travaux à lui sont restés, mais c'est d'abord, lui, il savait pas lire l'allemand, il savait pas lire l'anglais et l'allemand, parce qu'elle a aussi traduit Leibniz, bref. Alors, cette méthode expérimentale, en fait, elle n'est pas réservée aux purs scientifiques. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, il y a beaucoup de particuliers. Le goût de la méthode expérimentale, ça se diffuse jusque dans les maisons, quoi. Il y a beaucoup de particuliers qui ont chez eux une sorte de mini-laboratoire pour faire des expériences. C'est très, très, très populaire.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous la montrer sur l'ordinateur. C'est un peu dommage, mais j'en ai quand même besoin. Pour ceux qui sont à distance, et même les autres, je vous les mettrai dans votre espace, comme ça vous pourrez les regarder mieux. Alors, voyez. Ouais, je voulais vous montrer celle-là. Alors, bon, vous n'allez pas très très bien voir, mais j'espère quand même un petit peu. Je vais vous la décrire. Sinon, ceux qu'on en dit, vous pouvez taper voyez l'optique. Voilà. Alors, l'optique, c'est ce qu'on appelle une scène de genre. Et ici, donc on voit, bon, c'était la femme de Danton, mais peu importe. Et son fils, qui était issu d'un premier mariage. Et ce qu'ils sont en train de faire, vous voyez peut-être pas, attendez, j'essaie de... Peut-être en montant la luminosité. Ils sont en train de regarder, c'est pour ça que ça s'appelle l'optique, à travers un instrument d'optique. Ils sont chez eux, quoi. Donc, et puis surtout, qu'est-ce que vous remarquez au niveau des personnages qui pratiquent cette expérience? Il y a quelque chose qui nous montre vraiment que l'expérience s'est diffusée dans la société, la méthode expérimentale. Jeunesse. Ben oui, c'est la mère et son fils. Hein. C'est pas la figure du scientifique telle qu'on se l'imaginerait. C'est vraiment des gens chez eux. Ici, une femme, un enfant, qui sont en train de... vous avez dû faire ça au collège en physique, vous savez, les petits cristaux, la réfraction de la lumière, etc. Ça doit vous rappeler quelque chose. Ça montre vraiment l'engouement pour la science, le fait qu'on puisse avoir comme un jeu chez soi des expériences scientifiques. L'optique, c'était une science qui s'était beaucoup développée à l'époque, avec notamment le développement de la photométrie, c'est-à-dire l'art de mesurer le rayonnement lumineux lorsqu'il est perçu par l'œil humain. Il y a aussi le goût pour la physique qui s'exprime dans des cercles officiels. Par exemple, à Versailles, autour du roi, à la cour, on pratique beaucoup d'expériences de physique. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà. Bon, pareil, vous n'allez pas très bien voir, mais vous allez imaginer, je vous mettrai les images ce soir sur votre espace cours en ligne. Alors, à Versailles, il y a un scientifique qui s'appelle l'abbé Nollet. Je vais vous le mettre là. Pareil, si vous avez votre ordinateur, vous pouvez chercher abbé Nollet d'expérience sur l'électricité. Donc lui, c'était un scientifique et aussi le précepteur des enfants Louis XV. Et lui, ce qu'il aimait à la cour, c'était organiser des événements autour de l'électricité, des démonstrations d'expériences électriques dans lesquelles on électrocutait vraiment des gens, mais à toute petite dose, évidemment, sinon ce serait pas... Voilà, mais c'est vrai. Et c'était des démonstrations qui ont rencontré un tel succès qu'elles sont vraiment devenues de véritables spectacles, au même titre que les pièces de théâtre. On les présentait dans des salons qui étaient des lieux de sociabilité très importants au XVIIIe siècle. Vous voyez ce que c'est un salon ou pas à peu près, qui pourrait essayer de définir pour les autres? C'est un endroit où il y a une différence c'est particulier dans les hôtels notamment parisiens, dans lesquels c'est des lieux de sociabilité dans lesquels se rassemblent aussi bien des femmes que des hommes pour développer une sociabilité à la fois scientifique mais aussi littéraire, artistique. C'est ça, c'est des groupes de gens qui se rassemblent. Alors selon le salon, selon aussi le créateur, enfin le chef ou la chef du salon, il peut y avoir des orientations différentes. Mais c'est des lieux de sociabilité, alors à la fois d'amusement, il y a un versant littéraire, il y a un versant scientifique, il peut y avoir un versant politique, il y a des salons politiques très forts autour de la Révolution française, par exemple, et même avant. Oui, oui, tout à fait. Et en fait, tout le monde à l'époque,
tous les gens qui ont accès à la lecture ou à l'écriture et qui ont le temps pour faire ça, c'est-à-dire les gens d'une certaine aisance, vont dans des salons. C'est extrêmement développé. Et donc, dans ces salons, on aime bien faire des expériences scientifiques. Hein. C'est une vraie part des salons, justement, parce que, en fait, la frontière avec le spectacle, elle est pas nette, quoi. Enfin, et donc, une expérience qui plaît particulièrement au XVIIIe siècle, c'est l'expérience de la décharge enchaînée avec ce qu'on appelle une bouteille de laine. C'est une bouteille de verre qui est remplie d'eau ou de métal et recouverte de métal chargé d'électricité. Je suis désolée, je ne peux pas vous expliquer les processus en détail. Je peux vous parler d'hydro, etc. Mais là, j'atteins mes limites. Mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'en fait, on crée une chaîne, hein, vous voyez, grâce à un bâton, et qu'on peut faire ressentir une secousse d'électricité dans tous ceux qui touchent la chaîne. C'est la définition de se prendre du jus. Mais on le fait dans un but à la fois expérimental et de divertissement. Voilà. Le roi, il s'est fait électrocuter à plusieurs reprises dans le cabinet de physique de Versailles. Mais c'est des petites électrocutions. Hein. C'est comme vous quand vous touchez votre grille-pain, quoi. Et jusqu'à ce qu'on s'en ait progressivement des idées comme quoi ça pouvait avoir un pouvoir de guérison ou des vertus érotiques. Donc ça, c'est pour vous montrer comment, en fait, la méthode expérimentale, elle n'est pas circonscrite au champ scientifique. Elle naît là, mais elle se diffuse dans toutes les couches de la société et dans beaucoup de domaines différents. Voilà. Donc on tente des expériences avec de l'électricité sur les plantes, sur les animaux, pour observer des changements de comportement, etc. Je vais montrer une autre image des expériences de l'abbé Noller. C'est une peinture. Alors, voilà. C'est un tableau de Van Loo sur l'expérience électrique. Non, fais-moi pas ça. Voilà. Voilà, donc par exemple, vous avez donc cette démonstration avec la fameuse bouteille et la chaîne censée faire ressentir des secousses. Et ça illustre vraiment bien le succès de ces expériences. Donc voilà pour la physique. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, l'engouement pour ces expériences est vraiment à la frontière du spectacle aussi. Vous avez peut-être entendu l'expérience des frères Montgolfier, ça vous dit peut-être quelque chose? Bon, sinon, vous pouvez aisément deviner ce qu'ils ont inventé. Mais en fait, je vous le raconte, on en a parlé pour les Jeux Olympiques, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, les frères Montgolfier, qui ont donc inventé la montgolfière, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait des démonstrations de montgolfière au-dessus de Versailles et de Paris en 1783, et c'était vraiment vous ne le voyez pas très bien ici malheureusement, mais j'aurais pu zoomer en vrai, mais bon, c'est vraiment un spectacle, les gens viennent voir, c'est une expérience scientifique spectacle, il n'y a pas de différence entre les deux. Ça existe plus vraiment dans notre culture de dire on va faire un grand spectacle scientifique. Si je vous en parle, c'est parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de la vasque aux Tuileries pendant les JO, et ben c'était inspiré directement de ça. Voilà. Et des fois, c'est aux frontières du charlatanisme. Alors, vous avez entendu parler de Mesmer, le vrai, l'original. Qui a déjà entendu parler de Mesmer ou du mesmérisme? Ça ne vous dit pas quelque chose? Oui, allez-y. C'est de la magie. Alors, c'est à la frontière de l'hypnose et en même temps parce que l'hypnose, peut avoir un versant scientifique, mais là, c'est le versant un peu spectaculaire de l'hypnose. Donc, Mesmer, c'est un homme de la fin du XVIIIe siècle qui a développé donc, une théorie qu'on appelle le mesmérisme, enfin, qu'il a appelé le mesmérisme ou le magnétisme animal. Grosso modo,
pour faire simple, c'est de l'hypnose mélangée à des trucs un peu mystico-délirants. Enfin, voilà, enfin, c'est un mélange des deux. Et le mesmérisme affirmait notamment la possibilité de soigner les malades par l'action d'un magnétiseur ou de substitut magnétique. Ça a rencontré un très grand succès à la fin du XVIIIe siècle et après. On magnétisait publiquement des gens souffrant de palpitations et de convulsions. Et en fait, on pense aujourd'hui que c'était de l'hypnose, hein. Mais Mesmer, lui, il pensait qu'il contrôlait un fluide présent dans tout l'univers et qu'il pouvait donc activer chez ces gens. Et on fait des spectacles d'hypnose vraiment publics, quoi. Ça montre aussi cette frontière très poreuse entre la science et le spectacle, même des fois vraiment ici du côté du pur spectacle. Ok ? Alors, outre la physique, qu'est-ce qui se développe beaucoup comme science dans laquelle il y a une dimension expérimentale très forte? On va avoir un tout petit peu de lumière. À penser à ce que vous avez étudié au lycée. Hein. Chimie. La chimie, tout à fait. Je la range, on va dire, je vais la mettre avec, comme finalement les expériences sur l'électricité, c'est un peu synonyme. Quelle autre science il y a? Sciences naturelles. Oui, exactement. Sciences naturelles, qu'on appelle aujourd'hui la biologie, quoi. Alors, dans les sciences naturelles, donc comme je vous disais, c'est un peu l'équivalent de la biologie. Par exemple, ce qu'on découvre beaucoup en termes de, voilà, un petit peu de terrain d'expérimentation à l'époque, c'est les fossiles. Alors, est-ce que je vous en ai... Attendez, je regarde. Ah, voilà. Par exemple, Delazier d'Argenville, peu importe, vous ne retenez pas le nom, c'est un contributeur de l'encyclopédie qui a beaucoup travaillé sur les fossiles. Donc ça, par exemple, c'est une planche dans laquelle il a répertorié les fossiles. Et ces fossiles vont être étudiés par Lamarck à la fin du XVIIIe siècle. Vous avez déjà entendu parler de Lamarck ou pas? Oui. Allez-y. Enfin, j'en ai entendu parler, mais par exemple, il s'est distingué notamment par cette fameuse assertion selon laquelle si on connaît tous les mouvements qui se produisent sur Terre, on est capable de calculer la trajectoire précise de n'importe quel objet. Donc c'était un scientifique qui, en fait, était très déterministe dans son explication du monde et qui ne laissait aucune part au hasard ou à l'inexplicable. Tout à fait. Et sur le plan de la biologie, Lamarck, il a beaucoup travaillé sur les fossiles du bassin parisien. Et en étudiant ces fossiles, il a été un des premiers à proposer une théorie de l'évolution des espèces. On a tendance à parler de Darwin, et c'est vrai que Darwin a théorisé ça. Et surtout, Darwin, ce qu'il a beaucoup développé, c'est la loi de l'évolution des espèces par sélection naturelle, etc. Mais en fait, l'idée d'une évolution des espèces, elle apparaît vraiment à cette époque-là, au XVIIIe siècle, justement par observation des fossiles qu'on retrouve, on se rend bien compte que... La fonction crée l'organe, Lamarck. Oui, tout à fait. Par rapport à la sélection naturelle. Exactement. C'est une autre façon de voir l'évolution. Et Lamarck, c'est vraiment... je ne sais pas comment dire, Darwin, c'est vraiment inspiré de Lamarck pour continuer un petit peu son œuvre. Mais donc, commence à y avoir ces collections de fossiles qui se développent et qui, justement, infirment les versions religieuses. Créationnistes. Voilà, créationnistes, exactement. Et alors, il y a une dernière, il y en a plusieurs, mais il y a une dernière science vraiment expérimentale, pour le coup, qui se développe beaucoup à l'époque. Astrologie. Alors, l'astronomie, tout à fait. Je vais la ranger là parce que c'est l'astrophysique, mais vous avez tout à fait raison. Mais vraiment quelque chose de concret. La médecine, ouais, énormément. Alors, je vais vous en parler un petit peu. La médecine, les progrès de la médecine, ils sont considérables au XVIIIe siècle. Par exemple, est-ce que vous avez un exemple en tête qui continue d'être extrêmement fondamental pour la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous sont vivants ici? La vaccination. Oui,
tout à fait, qu'on appelle à l'époque l'inoculation. L'inoculation, c'est l'époque où on découvre qu'on peut vacciner les gens pour éviter, à l'époque, il y avait Variole. la variole notamment, près de la moitié des enfants, ils mouraient avant d'atteindre l'âge adulte. Enfin, on a du mal à imaginer ça. Représentez-vous la moitié de cette salle mort dans l'enfance. Enfin, c'est vraiment un truc de dingue. Et moi, je voudrais vous parler aussi, parce qu'on en entend un peu moins parler, du développement de la science obstétricale. Alors, dans un bon et dans un mauvais sens, parce qu'en fait, c'est justement l'époque où on va tenter de développer un savoir obstétrical. Avant, c'était plutôt des gens qui gravitaient autour de la sphère privée, qui étaient chargés de s'occuper des accouchements, etc. Et petit à petit, on va avoir je dirais, le meilleur et le pire de ce développement du savoir obstétrical. Alors là, je vais vous montrer le meilleur. Donc, ça, par exemple, ce sont les maquettes d'Angélique Ducoudray. Et justement, la dimension expérimentale, elle se voit très bien. Donc, Angélique Ducoudray, c'est une sage-femme du XVIIIe siècle qui a prôné l'éducation scientifique des sages-femmes. C'est-à-dire, elle a dit, en fait, ça ne suffit pas de se transmettre le métier, voilà, comme ça entre nous. Il faut aussi qu'on organise une formation scientifique des sages-femmes pour remplacer les matrones, ce qu'on appelait les matrones, qui pouvaient être plus ou moins éduquées. C'est-à-dire, on avait c'était un peu au petit bonheur la chance, quoi. Et donc, pour ça, là, vous voyez vraiment la dimension expérimentale. Qu'est-ce qu'elle a fait, justement, pour proposer une véritable formation des sages-femmes? Elle a fait des maquettes. Voilà, ce sont des maquettes. D'ailleurs, celles-là, c'est les vraies maquettes faites par elle-même. C'est assez révolutionnaire parce que ça propose aux sages-femmes débutantes une première manipulation et on peut aussi s'entraîner au cas plus complexe, l'accouchement par siège, etc. Remarquez la précision anatomique il y a même, je sais pas, par exemple, il y a le clitoris, il y a le placenta. Là, vous voyez un détail du placenta aussi, le cordon ombilical. Et ça montre vraiment. Enfin là, si vous voulez un exemple du développement des sciences expérimentales, c'est ça. C'est-à-dire, on va former les sages-femmes, mais il faut qu'elles pratiquent, alors sur des vraies personnes, mais avant tout sur des maquettes. Et c'est l'idée que la science obstétricale, c'est pas juste un savoir qu'on se transmettrait, mais vraiment aussi quelque chose qui pourrait faire l'objet d'une formation d'un corps, quoi. Et pourquoi je vous disais le pire et le meilleur, c'est parce que ça va aussi être récupéré, enfin la science obstétricale va aussi être récupérée par les médecins. Et c'est par exemple à cette époque-là que se développe l'accouchement, la position d'accouchement allongée. Avant, on n'accouchait pas allongé. Non, je sais pas, vous en avez entendu parler ou pas? On accouchait à quatre pattes. Quelqu'un souvent vous tenait derrière. Il y a des images de l'époque, parce que c'est aussi la position physiologique pour mettre un enfant au monde. Mais comme les médecins vont beaucoup se réclamer du développement de la science expérimentale, ils vont de plus en plus s'imposer, notamment aux femmes de la cour qui accouchent en public. La reine, elle accouche en public. Il y a plein de gens autour d'elle qui regardent. On va imposer aux femmes de la cour, et ça va être progressivement généralisé jusqu'à aujourd'hui, l'accouchement sur le dos. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet l'observation, entre guillemets, scientifique de ce qui se passe. Vous voyez bien qu'il y a une différence en termes d'accès, d'accès scientifique, de vision, entre les formes traditionnelles d'accouchement, cet accouchement sur le dos, où justement on va pouvoir avoir les médecins devant, etc. Avant, personne n'accouche sur le dos. C'est très... Voilà. Donc c'est pour ça que je disais le meilleur et le pire. Là, je vous ai montré plein d'exemples de développement
de la méthode expérimentale au XVIIIe siècle avec les Lumières. Oui? J'ai juste une petite question. Vous parliez de l'opposition entre le savoir traditionnel des sages-femmes et la récupération par les médecins. Et du coup, est-ce que le développement des sciences expérimentales, ça s'accompagne aussi d'une masculinisation par exemple, de ces domaines-là et d'autres, ou c'est juste dans cet exemple-là que... Oui, c'est une question très intéressante. Alors, Michel Ledeuf, elle a travaillé dessus dans un ouvrage qu'elle a appelé Le sexe du savoir. En fait, elle a progressivement cherché à expliquer comment la science en est venue à être considérée comme une activité masculine. Et elle réfléchit à ces changements-là notamment. Alors, dans le cas de la science obstétricale, oui, complètement, parce qu'à partir du moment où ça... Justement, on a les médecins... c'est à la fois positif et négatif. Positif, c'est parce que l'obstétrique, elle est entrée dans le champ scientifique et c'est bien quand même parce que développement, je sais pas, des connaissances en termes d'hygiène, etc. Il y avait énormément de morts par fièvre puerpérale. Voilà. Et effectivement, en tout cas dans le cas de la science obstétricale, c'est très clair, ça s'est caractérisé par une récupération de cette science par la médecine activité masculine de l'époque. Et c'est pour ça que le cas d'Angélique Ducoudray est intéressant, c'est parce qu'elle a tenté de créer une sorte d'école de sage-femme qui aurait une version scientifique et tout en éduquant la profession déjà présente sur place, quoi. Pour les autres sciences, il faudrait que j'y réfléchisse et que c'est une question très intéressante. Si, ce qu'on peut dire, c'est que comme il y a un versant spectacle, et vous avez vu avec l'optique de Boilly, les femmes, elles sont très présentes, les femmes de l'aristocratie ou de la bourgeoisie, elles sont très présentes dans ces procédés d'expérience qu'elles font chez elles, etc. Mais à partir du moment où la science va être réservée vraiment au laboratoire, les femmes n'ayant pas accès à ces laboratoires, effectivement, il va y avoir une sorte de ségrégation scientifique qui va se mettre en place. Mais j'en connais pas beaucoup plus. Voilà. Je vous dirai si je croise des fois, a posteriori, des idées vont me venir, mais je vous les poserai. Mais pour la science obstétricale, c'est tout à fait ça. Alors, maintenant, vous pouvez voir, pareil, toujours dans votre exemplier, on a fait le grand 1 sur le développement des sciences expérimentales au XVIIIe siècle. Et maintenant, on va entrer dans le grand 2, les Lumières et la défense de la méthode expérimentale. Donc, on va étudier quelques extraits de textes de philosophes des Lumières pour voir justement pourquoi ils ont défendu la méthode expérimentale. D'accord ? Donc, dans votre exemplier, vous allez regarder. Alors, je vais vous faire. Donc, on va regarder le texte numéro 2, les lettres philosophiques de Voltaire. Déjà, juste avant de regarder ce texte, ça c'est un rappel très très large d'histoire littéraire, mais il y a il y a une nouvelle figure scientifique qui émerge au XVIIIe siècle et qui est la figure du philosophe, la philosophe. Versant encyclopédiste, ce que nous, on a appelé a posteriori philosophe des Lumières. D'accord ? Si par exemple, on regarde l'article philosophe de l'encyclopédie, ça apparaît très clairement, sachant que c'est la reprise d'un texte clandestin qui circule depuis les années 1710 et qui est une sorte de manifeste des encyclopédistes, dans lequel, justement, le philosophe des Lumières va être défini comme son recours à la raison, ses qualités sociables, sa dimension militante, c'est-à-dire le fait qu'il doit œuvrer pour la société, pour le bien de tout le monde. Et dans cet article, qui un petit peu élabore la figure idéale du philosophe, on nous dit que le philosophe doit privilégier en toute chose la méthode expérimentale. Vraiment, pour être un philosophe, il faut favoriser la méthode expérimentale pour être un bon philosophe. Alors ça, on va le voir justement dans ce texte de Voltaire, tiré des lettres philosophiques. Les lettres philosophiques, vous en avez déjà entendu parler ou pas ?
C'est un texte écrit en 1733-1734 pendant l'exil anglais de Voltaire. Parce que donc Voltaire, qui avait des problèmes avec le pouvoir, s'était exilé en Angleterre. Et en Angleterre, il a découvert plein de choses. Donc il a écrit ses lettres depuis son exil pour défendre des éléments de la culture et de la science anglaise et prôner leur développement en France. Donc par exemple, sur le plan artistique, ça a été un des premiers à dire en fait Shakespeare c'est bien. Sur le plan politique, voilà, il va défendre notamment la monarchie parlementaire, et sur le plan philosophico-scientifique, il va défendre cette méthode expérimentale, notamment ce qu'on appelle l'empirisme. Donc on peut le voir dans cet extrait. Donc il va parler de John Locke. Je reviens pas en détail dessus parce que Locke, à partir de la semaine prochaine, on va vraiment travailler sur des extraits de son œuvre, de l'essai sur l'entendement humain. Donc je vous le présente juste en disant que c'est vraiment John Locke, c'est vraiment le grand philosophe empiriste, qui a théorisé ce qui est la méthode empirique. Et donc, vous pouvez suivre la citation avec moi. Voltaire en dit « Jamais il ne fut peut-être un esprit plus sage, plus méthodique, un logicien plus exact que Monsieur Locke. Avant lui, de grands philosophes avaient décidé positivement ce que c'est que l'âme de l'homme. Mais puisqu'ils n'en savaient rien du tout, il est bien juste qu'ils aient tous été d'avis différents. Notre Descartes, né pour découvrir les erreurs de l'Antiquité, mais pour y substituer les siennes, et entraîné par cet esprit systématique qui aveugle les plus grands hommes, les hommes, s'imagina avoir démontré que l'âme était la même chose que la pensée. Tant de raisonneurs ayant fait le roman de l'âme, un sage est venu qui en a fait modestement l'histoire. Locke a développé à l'homme la raison humaine, comme un excellent anatomiste explique les ressorts du corps humain. Il cède partout du flambeau de la physique. Il ose quelquefois parler affirmativement, mais il ose aussi douter. Au lieu de définir tout d'un coup ce que nous ne connaissons pas, il examine par degrés ce que nous voulons connaître. Alors, qu'est-ce que reproche Voltaire aux philosophes qui ont précédé Locke, et au contraire, qu'est-ce qu'il va mettre en avant chez Locke? Ce que vous avez vu, par exemple... Oui? Je dirais que ce qui met en avant chez Locke, justement, c'est le fait qu'il ne soit pas dans la certitude, ou ce qui colle un peu avec cette idée d'expérience, de tâtonnement, alors qu'avant, il dit qu'il cherchait à définir tout dans le coup, etc. Tout à fait. Donc, la première idée qu'il propose à propos de Locke, c'est qu'il a fait l'histoire de l'âme et non pas le roman de l'âme. Roman au sens d'invention, quoi. C'est-à-dire... Locke, ce qu'il a fait, c'est qu'il a étudié l'être humain de façon, ça on le verra la semaine prochaine, mais expérimentale. À quoi il compare le philosophe empiriste? Il fait une comparaison qui est très signifiante. Oui, tout à fait, un anatomiste. Donc il le compare à quelqu'un qui fait des dissections, voilà, pour dire, en fait, le bon philosophe, c'est ça, c'est d'abord quelqu'un qui pratique des expériences, observe, et de la même façon qu'un médecin va disséquer un corps humain pour apprendre son fonctionnement, un philosophe va disséquer symboliquement l'être humain pour comprendre comment il pense, pourquoi il pense, etc. Et donc c'est une logique complètement différente que la logique de la métaphysique, par exemple, que aussi la philosophie qui tend à supposer que nous avons une âme, parce que l'âme, comme on ne peut pas prouver son existence, il ne peut pas y avoir de dimension expérimentale sur l'âme, donc on voit émerger une figure complètement différente du philosophe, qui est vraiment le philosophe qui expérimente, qui va pratiquer des expériences. Et effectivement, comme vous l'aviez dit, et je vais aussi apprendre votre prénom, Garance. Ce qui est dit, voilà, c'est qu'il ose quelquefois parler affirmativement, mais il ose aussi douter, c'est-à-dire qu'il risque beaucoup moins d'être emporté par ce qu'on appelle à l'époque des préjugés, qu'il va affirmer, mais comme il doit construire son savoir petit à petit et surtout le prouver par les expériences, il est beaucoup moins dans l'assertion et beaucoup plus dans la découverte. Voilà. Et donc il oppose Locke à qui notamment? Descartes, voilà, qui était un peu vraiment
les gens l'idolâtraient à l'époque. Enfin, c'était le philosophe idolâtré et il est essentiel, mais justement, Locke lui substitue un autre, comment dire, quelqu'un qui présente comme mieux, quoi. Voilà, et on peut même relever, donc à mon avis, vous pouvez relever le terme anatomiste et aussi, dans la phrase suivante, il cède partout du flambeau de la physique, le flambeau de la physique aussi de façon allégorique pour montrer que le philosophe ne peut pas raisonner sans les sciences expérimentales comme la physique. Ok ? Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer aussi ? Alors, on va étudier un texte de Diderot qui va bien nous le montrer. Ce texte, je vous l'ai mis aussi sur votre exemplier. On va passer le 3 et le 4, on verra si on le fait la semaine prochaine. On va étudier un texte de Diderot tiré des Bijoux indiscrets. Pareil, je ne viens pas en détail sur cette œuvre parce qu'on aura l'occasion de le faire. Il s'agit d'un roman libertin de l'époque. Et il y a un chapitre qui s'appelle « Le rêve de Mangogul ou voyage dans la région des hypothèses ». C'est le chapitre 32. Vous voyez ici l'illustration, on va la commenter, et le texte au dos. Alors, Mangogul, c'est le personnage principal. Peu importe, parce que là, c'est vraiment un récit enchâssé, donc je ne vous raconte pas l'intrigue générale. Mais Mangogul, il discute en permanence, alors avec sa favorite, parce que c'est un roi, il a une favorite qui s'appelle Mirzoza. Il discute en permanence avec elle, et ils ont des sortes de discussions à la fois mondaines et philosophiques. Et à un moment, il va raconter un rêve qu'il a fait. Je vais vous lire ce texte, et je vais vous le lire parce qu'en fait, il s'agit d'un rêve allégorique qui théorise vraiment le rôle de l'expérience pour la philosophie. Alors, on lit ensemble. « Aïe, dit Mangogul en bâillant et en se frottant les yeux, j'ai mal à la tête. Qu'on ne me parle jamais de philosophie, ces conversations sont malsaines. » Vous pouvez dire la même chose en sortant de ce cours. Hein. Hier, je me couchais sur des idées creuses et au lieu de dormir en sultan, mon cerveau a plus travaillé que ceux de mes ministres ne travailleront en un an. C'est un roi, Mangogul. Je commençais à m'assoupir et mon imagination à prendre son essor lorsque je vis bondir à mes côtés un animal singulier. Il avait la tête de l'aigle, les pieds du griffon, le corps du cheval et la queue du lion. Je le saisis malgré ses caracoles et m'attachant à sa crinière, je sautai légèrement sur son dos. Aussitôt, il déploya de longues ailes qui partaient de ses flancs et je me sentis porter dans les airs avec une vitesse incroyable. Notre course avait été longue. Lorsque j'aperçus dans le vague de l'espace un édifice suspendu comme par enchantement. Après, je vais vous demander d'expliquer l'allégorie, donc vous pouvez déjà y penser. Il était vaste. Je ne dirais point qu'il pécha par les fondements, car il ne portait sur rien. Ses colonnes, qui n'avaient pas un demi-pied de diamètre, s'élevaient à perte de vue et soutenaient des voûtes qu'on ne distinguait qu'à la faveur des jours dont elles étaient symétriquement percées. C'est à l'entrée de cet édifice que ma monture s'arrêta. Je balançai d'abord à mettre pied à terre, car je trouvais moins de hasard à voltiger sur mon hippogriffe qu'à me promener sous ce portique. Cependant, encouragé par la multitude de ceux qui l'habitaient et par une sécurité remarquable qui régnait sur tous les visages, je descends, je m'avance, je me jette dans la foule et je considère ceux qui la faisaient. C'étaient des vieillards, ou bouffis, ou fluets, sans embonpoint et sans force, ou presque tous contrefaits. L'un avait la tête trop petite, et l'autre les bras trop courts. Celui-ci pêchait par le corps, celui-là manquait par les jambes. La plupart n'avaient point de pied et n'allaient qu'avec des béquilles. Un souffle les faisait tomber, et ils demeuraient à terre jusqu'à ce qu'il prît envie à quelques nouveaux débarqués de les relever. Malgré tous ces défauts, ils plaisaient au premier coup d'œil. Ils avaient dans la physionomie je ne sais quoi d'intéressant et de hardi. Ils étaient presque nus, car tous leurs vêtements consistaient en un petit lambeau d'étoffe qui ne couvrait pas la 100e partie de leur corps. Je continue de fendre la presse et je parviens au pied d'une tribune à laquelle une grande toile d'araignée servait de dais. Du reste, sa hardiesse répondait à celle de l'édifice. Elle me parut posée comme sur la pointe d'une aiguille et s'y soutenir en équilibre. 100 fois je tremblais pour le personnage qui l'occupait. C'était un vieillard à longue barbe, aussi sec et plus nu qu'aucun de ses disciples. Il trempait, dans une coupe pleine d'un fluide subtil, un chalumeau qu'il portait à sa bouche et soufflait des bulles à une foule de spectateurs qui l'environnaient et qui travaillaient à les porter jusqu'aux nues. Où suis-je, me dis-je à moi-même, confus de ces puérilités ?
Que veut dire ce souffleur avec ses bulles et tous ces enfants décrépits occupés à les faire voler? Qui êtes-vous? Où suis-je? Et qui sont tous ces gens? Lui demandai-je sans façon. Je suis Platon, me répondit-il. C'est un personnage à qui il parle. Vous êtes dans la région des hypothèses et ces gens-là sont des systématiques. J'entrevis dans l'éloignement un enfant qui marchait vers nous à pas lents, mais assuré. Il avait la tête petite, le corps menu, les bras faibles et les jambes courtes, mais tous ses membres grossissaient et s'allongeaient à mesure qu'il s'avançait. Dans le progrès de ces accroissements successifs, il m'apparut sous 100 formes diverses. Je le vis diriger vers le ciel un long télescope, estimer à l'aide d'un pendule la chute des corps, constater avec un tube rempli de mercure la pesanteur de l'air et le prisme à la main décomposer la lumière. C'était alors un énorme colosse. Sa tête touchait aux cieux, ses pieds se perdaient dans l'abîme et ses bras s'étendaient de l'un à l'autre pôle. Il secouait de la main droite un flambeau dont la lumière se répandait au loin dans les airs, éclairait au fond des eaux et pénétrait dans les entrailles de la terre. « Quelle est, demandai-je à Platon, cette figure gigantesque qui vient à nous ?»« Reconnaissez l'expérience, me répondit-il, c'est elle-même. » À peine m'eut-il fait cette courte réponse que je vis l'expérience approcher et les colonnes du portique des hypothèses chanceler, ses voûtes s'affaisser et son pavé s'entr'ouvrir sous nos pieds. Fuyons, me dit encore Platon, fuyons, cet édifice n'a plus qu'un moment à durer. À ces mots, il part, je le suis. Le colosse arrive, frappe le portique, il s'écroule avec un bruit effroyable et je me réveille. Alors, ce rêve de Mangogul est bien entendu une allégorie de la philosophie, de la nouvelle philosophie. On va essayer de l'interpréter. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué comme élément du rêve et comment est-ce que vous pourriez l'interpréter sur le plan allégorique? Déjà, le personnage, là, Mangogul, comment il fait pour arriver dans le pays des hypothèses? Il arrive comment dans ce pays? Par le rêve. Alors oui, il rêve et comment il accède à ce pays dans son rêve? Il est transporté par une chimère. Oui, tout à fait, par une chimère, une espèce d'hippogriffe. Comment vous interprétez ça? C'est drôle, hein? La chimère, c'est le symbole de l'alchimie. Oui, mais c'est aussi parce que comme là, on est dans un roman et qu'on parle à travers une allégorie ici, c'est aussi un moyen pour Diderot de dire l'imagination, parce que la chimère, c'est un peu ça, c'est l'allégorie de l'imagination. L'imagination, elle peut permettre d'accéder à des connaissances scientifiques. Donc en fait, par cette chimère, il y a une défense par Diderot de l'activité de l'imagination comme une partie prenante d'une réflexion scientifique. On va le voir dans toute son œuvre, Diderot, il a défendu justement le recours à des fictions, etc., pour penser. Donc cet hippogriffe, et alors il arrive où? Il arrive au pays des hypothèses. Comment vous pouvez interpréter le terme de ce pays, le pays des hypothèses? Comment il est ce pays des hypothèses? Vous avez remarqué, vous pouvez vous rapporter à l'image aussi, hein? Qu'est-ce qu'il y a comme élément dans ce pays des hypothèses? Oui? Vraiment, il dit qu'il y a un film. Tout à fait. C'est un édifice suspendu comme par enchantement et d'ailleurs à la fin il s'écroule. Il n'y a pas vraiment de colonne, donc il est très très fragile. Pourquoi il s'appelle le pays des hypothèses? C'est quoi une hypothèse? Oui? Une hypothèse, c'est quelque chose qui est potentiel. C'est ce qu'on va c'est une réponse qu'on peut envisager à un problème ou pour expliquer quelque chose, mais par essence, l'hypothèse peut soit être validée dans ces cas-là, oui, soit au contraire s'effondrer complètement. Tout à fait, c'est la version avant justement l'expérience où on va émettre plein d'hypothèses, mais c'est pas ce qui est prouvé. Une hypothèse par définition, elle n'est pas prouvée, elle reste à prouver. Donc comment vous interprétez aussi cet édifice colossal mais qui n'est fondé sur rien, qui se situe dans un lieu qui s'appelle la région des hypothèses? On arrêtera après la fin de ce texte, on finit juste ce texte. Oui? Peut-être que ça veut dire c'est immense parce qu'on a tout bâti dessus, donc sur des hypothèses alors que c'est pas prouvé. Oui, tout à fait. En fait, c'est une critique de toute la philosophie. Alors,
Je vous ai coupé une partie du texte où il dit Socrate quand même c'était bien. Mais c'est une critique de toute la philosophie, notamment de la métaphysique, pour dire qu'en fait c'est une philosophie qui n'avait pas les pieds sur terre, qui n'était soutenue par rien, et dans laquelle on brassait ce qui paraissait être des idées, mais qui étaient en fait de simples hypothèses très très fragiles. Et donc tout ça peut s'écrouler à tout moment. Et alors ces hypothèses, qu'est-ce qui les matérialise? Qu'est-ce qui les allégorise? Qu'est-ce qui se passe dans ce temple-là? Vous pouvez regarder aussi l'image, hein, si ça vous aide. Oui? Un personnage qui s'apparente presque à un prédicateur souffle des bulles devant une assemblée. Oui, il souffle des bulles sous une toile d'araignée devant une assemblée de vieillards décrépits, voilà, mal formés, mal habillés. Alors, les bulles et la toile d'araignée, comment on peut interpréter ça? Ces deux figures de quoi? Allez, faites surgir vos Freud, enfin, au fond de vous, là, je plaisante, c'est de l'allégorie, mais... Oui? Exactement, c'est pour dire, c'est comme le temple qui a l'air solide, mais qui repose sur rien. En fait, là, ce personnage qui souffle des bulles, c'est comme le philosophe en train de fabriquer des idées. En fait, ces idées, elles sont aussi fragiles et aussi vaines que des bulles. D'accord? La toile d'araignée, c'est la même chose. On dirait que... Enfin, il suffit d'un rien pour la casser. D'accord? Et alors, les vieillards décrépits, c'est qui? Je cite, hein. C'est les philosophes. Bah oui, c'est ça. Il dit, oh bah là, ils sont complètement dégénérés, les philosophes d'aujourd'hui. C'est vraiment des métaphysiciens abâtardis, à moitié nus, mal formés. Vraiment, c'est une critique, voilà, une critique très forte de la philosophie. Alors, c'est pas n'importe quelle philosophie. Vous avez dû le remarquer à un moment. Il dit qui c'est, et l'autre lui répond. Vous êtes dans la région des hypothèses et ces gens-là sont des systématiques. Donc, c'est pas n'importe quel philosophe, c'est quoi des systématiques? C'est des philosophes qui pensent par système. Exactement. Par exemple, oui, Descartes, Leibniz, Hegel après. Je sais pas, vous avez jamais fréquenté des Hegeliens, par exemple? Ils sont spéciaux, hein. Enfin, ouais, la philosophie systématique, c'est particulier. Et bon, là, Diderot la caricature, hein, justement une philosophie abâtardie. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il dit, c'est que la philosophie par système ne produit que des idées complètement vaines. Et alors, qu'est-ce qui va faire voler en éclats, justement, ce temple de la philosophie métaphysique, systématique, finalement très vaine? C'est l'expérience. Alors, comment elle représente l'expérience? Oui? Un enfant qui change d'apparence, mais surtout qui grandit et devient... Ouais, un enfant qui devient géant. Donc, comment vous interprétez ça? L'expérience, c'est un enfant tout petit, mais qui devient géant. C'est la figure de la nation, en fait. C'est-à-dire qu'elle peut forcément grandir, l'expérience, ça commence... Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment une allégorie du développement des sciences expérimentales à l'époque. C'est-à-dire, on commence petit, mais vraiment, ça devient de plus en plus fort. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dirige vers le ciel un long télescope, il a aussi un pendule, il constate avec un tube rempli de mercure la pesanteur de l'air, il décompose la lumière. Alors, c'est-à-dire que finalement, cet enfant de l'expérience, quelles sont ses sciences de prédilection? Bah, les sciences expérimentales. Et c'est lui qui vient mettre un grand coup de pied dans le temple de la philosophie, révéler sa fragilité, pour qu'on puisse ensuite, selon les philosophes des Lumières, rebâtir la philosophie sur la méthode expérimentale. Vous comprenez ce rêve? D'où l'effondrement final, mais qui préfigure aussi la reconstruction de la connaissance philosophique selon cette méthode expérimentale. Bon, voilà, on va arrêter là, ça va? Donc, vous en connaissez plus maintenant sur le développement des sciences expérimentales au XVIIIe siècle. La semaine prochaine, on va travailler donc ces fictions du premier humain. L'exemplier de la deuxième semaine, il est déjà dans votre espace cours en ligne. Vous pouvez tout à fait le parcourir. Et donc, on va commencer un peu à écrire la semaine prochaine, donc apporter votre brouillon, etc.
Et voilà, bonne lecture. Et je vais tout faire pour que nous puissions faire marcher ce vidéoprojecteur. Voilà, bonne semaine. Ça va? Oui, ça va. Alors, c'est pas moi qui passe l'examen, c'est lui. Mercredi prochain. Comment ça va mieux? Ça peut être placé n'importe où. Moi, jusque-là. Le 21h, c'est bon. On fait comme on peut. Sur le cours de quoi? Et de toute façon, dans cette année, c'est un Au revoir. Ça va? Ça va? Ça vous a été utile? D'accord. Avant, je n'ai jamais fait de... Ah non, mais tant mieux, vous êtes vraiment la bienvenue et bah, c'est un plaisir pour moi de vous avoir. N'hésitez pas si vous voulez parler de votre thèse aux autres aussi pendant un cours un jour, vers la fin du semestre. On peut réserver un quart d'heure pour que vous présentiez votre thèse à la classe. Si jamais vous voulez, c'est pas obligé. S'entraîner, ça fait du bien. Oui. Ça veut dire que là, la semaine prochaine, est-ce qu'on commence à écrire chez nous? Non, on va se lancer ensemble. C'est pour la semaine d'après qu'il faudra finir chez vous. Enfin, dans 2 semaines. Voilà, il n'y a rien de spécifique pour la semaine prochaine. Et voilà. Je vous en prie, au revoir. Au revoir.